Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau web café du mois d'avril consacré à la location meublée plutôt. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet puisque la location meublée s'est largement développée ces dernières années et c'est un sujet relativement complexe. Donc, nous allons voir que le régime de la location meublée est aussi particulièrement visé par le législateur et fera encore très prochainement l'objet d'évolutions fiscales plus contraignantes, à l'instar de la dernière loi de finances pour 2024, qui a durci le régime micro-BIC en l'alignant sur celui du régime micro-foncier. Ces locations tendent à réduire l'offre de logements pour les habitants et les zones touristiques, qui habitent dans ces zones touristiques et qui contribuent à alimenter la crise du logement. C'est pourquoi on s'attend encore à des modifications législatives par rapport à ce régime de la location meublée. Et donc, au-delà des opportunités d'investissement et de rentabilité, la location meublée est une activité aux impacts juridiques, fiscaux et réglementaires nombreux et complexes qui sont souvent mal connus des propriétaires. Et donc, vous avez des contraintes qui peuvent être liées à la réglementation juridique et sociale applicable, à la valeur d'inscription de l'immeuble à l'actif, à la limitation de l'amortissement déductible, à la déduction des travaux, aux aspects de TVA ou encore à la taxe de séjour qui sont souvent source de difficultés pour les loueurs, tant les questions sont nombreuses à se poser. Alors, pour respecter la durée du format, puisqu'on ne va pas dépasser 14 heures, euh, on ne traitera pas forcément de tous les points, surtout sur l'aspect juridique par rapport aux obligations déclaratives en matière de changement d'usage ou de destination, ou vis-à-vis des impôts, concrètement, donc les déclarations en mairie, les autorisations du changement d'usage, etc. On ne traitera pas non plus des aspects de création d'activité ou des différents types de locations selon que l'on loue nu ou en meublé. Alors bien sûr, ces informations qui suivent sont sujettes à des modifications et sont fournies à titre indicatif uniquement, et elles ne préjugent en aucune manière de l'évolution future des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles. Ce n'est donc pas une consultation juridique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec la définition déjà de la location meublée. On va voir qu'en matière de location de logement, il y a deux types de location. Vous avez la location nue, donc vide, ou la location meublée. Donc cette location meublée, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui puisqu'elle permet aux locataires de disposer d'un logement meublé et équipé. Et donc, la location meublée se décline en deux grandes catégories. D'une part, vous avez celle qui est destinée à la résidence principale, avec un bail classique sur un an renouvelable, ou des bails mobilité qui vont de 1 à 10 mois. Et vous avez le reste, c'est-à-dire d'autre part le meublé de tourisme, donc pour des locations saisonnières et touristiques de courte durée, comme on peut le voir sur des sites comme Airbnb, les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes, etc. Et puis vous avez encore un développement nouveau qui s'est créé aussi avec les meublés avec des services, donc les résidences de services, et puis encore des résidences secondaires ou médicalisées en vue d'une mise à disposition des salariés ou de partenaires professionnels. Voilà, donc ça c'est le sujet, c'est la location meublée. Donc on va comparer un tout petit peu avec la location nue par moment pour bien comprendre les différences entre la location meublée et la location nue. Alors, que nous dit la loi? Quelles sont les caractéristiques de la location meublée? Alors la location meublée, c'est un logement meublé qui est un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, de manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Il s'agit de la loi du 6 juillet 89 qui nous l'indique, et elle est assortie d'un décret 2015-981 du 31 juillet 2015 qui précise le mobilier minimum qu'il convient d'avoir dans cette location pour qu'elle puisse être qualifiée de location meublée. Alors, entre autres, il y a de la literie contenant couette ou couverture, un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher,
plaque de cuisson, four ou four à micro-ondes, vaisselle pour les repas, table et sièges, étagère de rangement, luminaires, ustensiles de cuisine, réfrigérateur, etc. Alors, le bail est de 1 an renouvelable ou 9 mois pour les étudiants. Vous pouvez demander un dépôt de garantie de 2 mois de loyer hors charge et la présence du mobilier, c'est un élément essentiel du bail pour la location meublée. Alors, on va passer au chapitre fiscal puisque celui-ci est assez dense et complexe, hein. Donc, alors vous avez deux régimes fiscaux pour bien faire la distinction. Donc, l'allocation de locaux nus est soumise à la détermination du résultat sous le régime des revenus fonciers, avec des possibles réductions d'impôts, donc par exemple le Pinel. Alors que pour la location de locaux meublés, vous avez, pour ce statut-là, vous êtes dans le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, qui sont déterminés selon d'autres règles. On va voir la principale différence consiste à la possibilité de déduire un amortissement euh, que l'on ne peut pas faire forcément sur le revenu foncier. Alors, il y avait aussi un dispositif d'optimisation fiscale incitatif, c'était celui qui s'appelait le Censi-Bouvard, dédié à l'investissement locatif en résidence de service, mais qui n'a pas été prorogé malheureusement par la loi de finances pour 2023. Et donc, ce dispositif a pris fin le 31 décembre 2022. Donc, on ne va pas le détailler plus que ça, sachant que le Pinel devrait, à ma connaissance, devrait s'arrêter aussi d'ici la fin de cette année. Alors, pour la location nue, vous avez toujours deux systèmes, hein. Au niveau fiscal, vous avez le revenu microfoncier ou le revenu foncier. Donc le revenu microfoncier, vous avez la possibilité de de calculer votre revenu fiscal de cette manière-là si vos recettes sont inférieures à 15 000 € annuellement et vous bénéficiez alors d'un abattement de 30%. Tandis que quand vous êtes sur les revenus fonciers, vous faites une déclaration spécifique, la 2072, et là, vous êtes dans un régime réel dans lequel il faut tenir une comptabilité de trésorerie en prenant les loyers encaissés et en déduisant les charges réellement décaissées, ce qui vous donne un résultat fiscal plutôt élevé en général. Bon, après, il y a atténué par les intérêts d'emprunt aussi qui sont déductibles, mais en général, cette taxation de la tranche, enfin du revenu foncier se fait sur le barème de l'impôt sur le revenu, admettons 30% comme taux marginal d'imposition, avec des prélèvements sociaux de 17,1%, et ça nous donne déjà 47,1%. Alors si vous êtes en situation de déficit, hors intérêt d'emprunt, il est déductible sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € par an, et les déficits non imputés sont reportés sur 10 années. Alors comment ça se passe du côté de la location meublée? Alors comme je vous l'ai dit, on est plutôt sur du BIC, et vous avez pour cela deux catégories, le micro BIC ou le BIC. Alors le micro BIC, vous voyez que lorsqu'on était à 77, enfin on est à 77 700 €, on a un abattement de 50%, même un abattement de 71% pour les chambres d'hôtes et meublés de tourisme classés. Et vous avez le récapitulatif avant la loi de finances pour 2024 et après, puisque à partir de 2024, en fait, on a aligné les locations meublées de tourisme non classées. Donc clairement, ce qui est visé, c'est les chambres type Airbnb, les locations meublées en centre-ville notamment. Et donc on a limité le micro BIC à 15 000 € et on a réduit son abattement, ce n'est plus 50% et c'est 30%. Voilà. Donc j'en profite aussi pour dire qu'il y a une atténuation qui a été mise à jour par le BOFIP le 14 février de cette année et qui indique que les loueurs de meublés de tourisme non classés sont autorisés par l'administration fiscale à ne pas appliquer la mesure de durcissement des règles d'imposition de revenus de 2023 issue de la loi de finances pour 2024. En fait, l'administration retient une mesure de faveur pour l'imposition des revenus de 2023 parce que, en effet, cette mesure entraîne normalement le basculement des contribuables concernés vers un régime réel d'imposition, puisque dès lors que vous dépassez les 15 000 € et que vous êtes inférieur à 77 700 €, vous devriez être dans le régime des BIC. Et donc, ce basculement des contribuables concernés vers un régime réel d'imposition impose de reconstituer a posteriori une comptabilité d'engagement pour l'année 2023, dès lors que vous dépassez 15 001 € de chiffre d'affaires ou de recettes et que vous soyez inférieur à 77 700. Donc, afin de limiter les conséquences
de cette application rétroactive de cette mesure pour les opérations déjà réalisées, les loueurs en meublé de tourisme non classés, dont le chiffre d'affaires est compris dans les seuils que j'ai indiqués, demeurent soumis de plein droit exceptionnellement au régime micro-BIC au titre de 2023. Donc concrètement, ils pourront bénéficier jusqu'à 77 700 € de l'abattement de 50% pour leurs revenus de l'année 2023. C'est peut-être important de le préciser puisqu'on est déjà dans la campagne d'impôt sur le revenu et que si vous vous posez cette question-là, vous pouvez savoir que vous pouvez encore utiliser le micro-BIC quand bien même la loi de finances est applicable à partir du 1er janvier 2024. Voilà. Et que ça aurait dû concerner notre déclaration d'impôt sur le revenu cette année pour le 1er janvier 2000, enfin pour les revenus de 2023. Voilà, donc je referme cette parenthèse concernant le micro-BIC, cette actualité qui est intervenue par la mise à jour du BOFIP du 14 février. Et je passe au régime de la location meublée qui est en bénéfices industriels commerciaux. Donc là, on n'est plus sur une comptabilité de trésorerie, on est sur une comptabilité d'engagement. Et vous avez donc les loyers en produits et en charge. Vous avez non pas seulement les charges réelles, mais vous avez les amortissements. Et donc, on voit que la possibilité d'amortir l'immeuble constitue un avantage qu'on n'a pas dans les revenus fonciers. On va voir ça directement sur la slide suivante, puisque nous pouvons, si nous avons des charges réelles qui sont supérieures au loyer, nous avons donc un résultat fiscal qui est à 0 et les amortissements qui n'auraient pas été déduits pourront être reportés, donc quelque part stockés, de manière à pouvoir être reportés sur les années suivantes, sans limitation d'ailleurs. Et si vous êtes avec des charges réelles qui sont inférieures à vos loyers, donc vous êtes en situation de bénéfice, vous pourrez alors à ce moment-là amortir ou reprendre les amortissements qui n'ont pas été utilisés précédemment pour pouvoir avoir un résultat fiscal nul. Et donc ça, c'est un avantage puisqu'en fonction de la durée d'amortissement et des critères d'amortissement que vous avez déterminés, vous pouvez avoir une bonne quinzaine d'années, voire plus, de résultats fiscal à 0. On va voir ça avec un exemple. Disons que vous avez un bien immobilier d'une valeur de 150 000 € avec des intérêts réels payés à 500 €, une location de 500 € par mois, donc ça nous fait 6 000 € de recettes. Et donc, si vous êtes en micro-BIC, vous avez 6 000 €, mais vous ne pouvez rien déduire puisque vous êtes en régime micro-BIC et vous appliquez alors 50% sur les 6 000 €, ça fait 3 000 €, sur lequel on applique de nouveau notre taux marginal d'imposition qui a été déterminé de 30%, auquel on ajoute les 17,20% de prélèvements sociaux, et ça vous donne un impôt sur le revenu de 1 416 €. Si vous aviez été au réel, on aurait déduit les charges et les intérêts, et encore cet amortissement, de sorte que votre revenu BIC de la location meublée soit nul, et donc, quelque part, ne soit pas imposable. En conclusion, donc, le régime réel, c'est souvent, et dans de nombreux cas, on le voit avec notre pratique, le cas le plus adapté qui permet de réaliser des économies d'impôt, qu'il s'agisse d'un bien ancien ou neuf. Et on rappelle aussi que si vous adhérez à un centre de gestion, vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt de 2/3 de vos frais de comptabilité et de la cotisation d'adhésion auprès du centre de gestion. Celle-ci est plafonnée à 915 € par an et vient en déduction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'impôt. Voilà, donc ça c'est un avantage aussi qui n'existe pas d'ailleurs quand vous êtes en revenu foncier. Voilà. Au sujet de la TVA, donc l'application de la TVA sur les locations de locaux meublés est loin d'être le principe. D'ailleurs, on le voit aussi pour la location nue. On est exonéré de TVA. Il n'y a pas d'option à la TVA possible pour les locations nues à usage d'habitation. Alors, je rappelle bien sûr que vous pouvez opter à la TVA quand il s'agit de location nue à usage professionnel et que le bail commercial doit mentionner l'option du bailleur. Quand on est en location meublée, ben, c'est simple, il n'y a pas d'exonération, enfin, il y a une exonération de TVA sans possibilité d'option. Toutefois, alors, lorsque la location de logement meublé s'accompagne de la fourniture de 3 des 4 prestations para-hôtelières prévues par la loi, elle est imposable de plein droit à la TVA dès lors que le seuil de la franchise en base de TVA est dépassé. Alors, je rappelle, le seuil de la franchise en base, c'est 36 800 € sur le chiffre d'affaires de N-1, ou si on renonce tout simplement à l'application de la franchise en base de la TVA. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces 3 prestations, enfin ces 4 prestations para-hôtelières? Alors, vous avez le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison ou la réception. Et donc, à ce moment-là, si vous avez la fourniture de ces 3 des 4 prestations, vous êtes en principe tenu
d'être soumis à la TVA, ou vous pouvez en tout cas opter à la TVA si vous refusez, enfin, si vous renoncez à l'application de la franchise en base de la TVA. Cette TVA est au taux de 10%, et l'intérêt finalement c'est de soumettre de telles locations à la TVA pour fournir, enfin, euh, pour récupérer en fait la TVA sur l'acquisition, la construction, les travaux ou toute autre dépense afférente à cette activité. Voilà. Voilà. Alors, il n'y a pas que la TVA, il y a d'autres impôts, on va les passer en revue rapidement. Donc, vous avez la contribution foncière des entreprises. Alors ça, c'est la location meublée, c'est une activité imposable à la CFE. Alors, pour mémoire, la location nue est exonérée de CFE si les recettes annuelles sont inférieures à 100 000 euros, ce qui n'est pas le cas pour la location meublée, ça c'est moins bien. Depuis 2019, en fait, les loueurs en meublé peuvent être exonérés de CFE si leur chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 euros. Donc, c'est largement moins. Et sinon, c'est une activité qui est imposable au nom de la personne qui fournit la prestation d'hébergement. Ensuite, la taxe d'habitation, en principe, si on est en location courte durée, elle est due par le propriétaire. C'est encore un arrêt du 15 juin 2023 qui nous le précise. Et si c'est le locataire qui est présent au 1er janvier dans le cadre d'une location meublée de longue durée, à ce moment-là, c'est le locataire qui est redevable de la taxe d'habitation. Alors, s'il n'y a pas de location au 1er janvier, c'est le propriétaire qui est en principe redevable de cette taxe d'habitation, mais il est en possibilité, il est en droit de prouver qu'il n'avait pas trouvé de locataire et qu'il en recherchait un au 1er janvier. Ensuite, la taxe foncière, elle est imposable sur les propriétés bâties au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est déductible en BIC, mais non récupérable auprès du locataire. Et puis, dans certaines zones de revitalisation rurale, les hôtels, les gîtes ruraux, les locaux classés meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes peuvent être exonérés de taxe foncière. Et enfin, on a la taxe de séjour. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être assez complexe à établir. Alors, jusqu'en 2019, la taxe de séjour était établie sur les personnes qui n'étaient pas domiciliées dans la commune et qui n'y possédaient pas de résidence, à raison de laquelle elles étaient redevables de la taxe d'habitation. Mais dorénavant, compte tenu de la suppression progressive de la taxe d'habitation, seul le critère de domiciliation est retenu. Et dans ces conditions, les personnes qui peuvent justifier être domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu'elles disposent ailleurs d'une autre résidence, ne sont plus assujetties à la taxe de séjour. Donc, par exemple, vous avez des étudiants titulaires d'un bail mobilité, par exemple plus de 8 mois, donc ils pourront indiquer qu'il s'agit d'une résidence qui sont domiciliés, et donc ils ne devront pas s'acquitter de la taxe de séjour. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une personne qui loue un bien meublé pour la journée, par exemple, n'est pas assujettie à la taxe, puisque celle-ci est établie à la nuitée. Et de même que des personnes dans les sites qui permettent de s'échanger gratuitement leurs logements respectifs, là aussi, il n'y a pas de taxe de séjour puisque l'assujettissement à la taxe de séjour suppose une transaction financière. Voilà. Alors, c'est pas fini en termes de taxes, hein, c'est quand même une activité lourdement taxée. Vous avez la CRL. Alors, la CRL, c'est la contribution sur les revenus locatifs qu'il ne faut pas oublier de déclarer. Elle concerne uniquement les personnes morales dès lors que les locations meublées portent sur des immeubles de plus de 15 ans et qui donnent lieu à une location non soumise à la TVA. Donc c'est le cas notamment des locations meublées qui ne s'accompagnent pas de prestations para-hôtelières et qui sont donc exonérées de TVA. Et bien là, il faut payer une CRL qui est établie au taux de 2,5% et elle est due par le bailleur. Alors aussi, dans certaines locations meublées, vous pouvez être assujetti à la contribution à l'audiovisuel public, hein, dès lors que votre logement est pourvu d'un dispositif de musique, par exemple une télévision, une radio, du streaming. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, la première, c'est si la location meublée est faite en partie, fait partie de l'habitation principale du loueur et qu'il a la télévision, eh ben, c'est le loueur qui est redevable de la contribution à l'audiovisuel public, en même temps que sa taxe d'habitation, il va la payer. Si la location meublée ne fait pas partie de l'habitation principale du loueur, donc la location, c'est une location saisonnière qui comporte une télévision par exemple, et dans ce cas-là, la contribution est due par le loueur selon les modalités applicables aux redevables professionnels. Alors bien sûr, si le bien ne comporte pas de dispositif de musique, il n'y a pas de contribution à payer.
Et enfin, si la location comporte la fourniture d'une télévision ou autre, et que le locataire est imposable à la taxe d'habitation, donc en principe, s'il occupe de façon permanente le logement, et ben dans ce cas, c'est le locataire qui sera l'unique redevable de la contribution audiovisuelle publique et qu'il acquittera en même temps que sa taxe d'habitation. Alors pour mémoire, elle est de 139 € pour la France métropolitaine. Alors on termine avec la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Celle-ci n'est pas récupérable auprès des locataires, mais elle est récupérable pardon, auprès des locataires, mais non déductible du BIC. Et c'est l'inverse pour la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Alors celle-ci, on la connaît peut-être pas trop parce que on n'est pas soumis à des communes qui ont cette taxe-là, qui peuvent être inondées, mais disons qu'elle est déductible en BIC, mais non récupérable auprès du locataire. Voilà pour les taxes. Ensuite, il y a une chose encore particulière à maîtriser au niveau de la location meublée, c'est la distinction entre la location meublée non professionnelle et la location meublée professionnelle. Donc là, vous avez des conditions à réunir et qui s'apprécient au niveau du foyer fiscal. Alors l'appréciation du caractère professionnel, il y a des conditions à réunir. Il faut que les recettes tirées de l'activité meublée soient supérieures à 23 000 €. Voilà. Et que ces recettes excèdent les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Alors, est-ce que le passage du régime de LMP à l'MNP entraîne-t-il la cessation d'entreprise? La réponse est non. Il n'y a pas de conséquence fiscale d'une cessation d'activité comme ça pourrait l'être lorsque on, on change de régime d'imposition où on devrait déclarer les plus-values latentes. Et enfin, comment s'apprécie la condition du montant minimal des recettes en cas de location meublée exercée par une société de personnes? Lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € doit être apprécié non au niveau de la société, mais au niveau des associés, à proportion de leurs droits dans les bénéfices sociaux. Cette règle ne fait pas obstacle à l'appréciation des recettes au niveau du foyer fiscal. Alors l'heure tourne, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quelles sont les conséquences de l'exercice professionnel, puisque effectivement, on n'a pas le même traitement. Alors, pour les loyers, ils sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu, mais en LMNP, il ne faut pas oublier qu'on a les prélèvements sociaux de 17,20% en plus. On est soumis à cotisation sociale en cas d'exercice en nom propre pour les locataires, enfin loueurs en meublé professionnel, si les recettes annuelles sont supérieures à 23 000 € et qu'ils représentent plus de 50% de leurs autres revenus professionnels. Vous avez un forfait minimum de 1 145 €. Tandis que pour les locations meublées non professionnelles, vous êtes soumis à cotisation sociale si vous faites de la location saisonnière et si vos recettes annuelles sont supérieures à 23 000 €. On le verra encore dans la dernière partie au niveau social. Pour les plus-values, ce n'est pas la même chose, puisque en LMNP, vous avez un régime des plus-values immobilières qui est classique, hein, c'est 19% et 17,1% de prélèvements sociaux, avec des abattements pour durée de 22 ans pour l'impôt sur le revenu ou 30 ans pour les prélèvements sociaux. Tandis qu'en loueur meublé professionnel, vous avez la plus-value professionnelle distinguée alors à court terme ou à long terme, imposée au barème de l'impôt sur le revenu avec les cotisations sociales ou à 30% avec la flat tax en cas de plus-value à long terme, avec des exonérations possibles au-delà de 5 ans sous certaines conditions. Donc là, c'est le régime de l'article 151 septies, dès lors que votre chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 ou partiellement si c'est inférieur à 126 000 €. Pour le déficit, donc en LMNP, vous pouvez imputer votre déficit sur un autre BIC non professionnel pendant 10 ans, tandis que quand vous êtes professionnel, vous avez l'avantage de l'imputer sur le revenu global et il est reportable sur 6 ans. Et enfin, l'impôt sur la fortune immobilière, il ne faut pas l'oublier non plus. Lorsque vous êtes en meublé professionnel et que vous dépassez 23 000 € de recettes dans le cadre de cette activité, et si vos revenus sont supérieurs de 50% des revenus professionnels du foyer fiscal, hors pension de retraite, vous êtes exonéré d'IFI, tandis que le LMNP n'a pas de possibilité d'exonération d'impôt sur la fortune immobilière.
Alors encore une petite information concernant la campagne de l'impôt sur le revenu. C'est les Échos du 12 avril qui nous l'indiquent. Il y a eu un problème de transmission des données de plateformes collaboratives pour le remplissage des déclarations d'impôt. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas indiqué ou pré-rempli qu'il ne faut pas le mettre. Ne pensez donc à ne pas les oublier. Sans quoi il y aura de toute façon des sanctions parce qu'ils vont finir par remonter. Les informations de ces plateformes collaboratives comme Airbnb vont revenir à l'administration fiscale peut-être plus tard que lorsqu'elles ont émis les déclarations d'impôt sur le site. Allez, on termine avec les aspects juridiques. Donc, vous pouvez détenir la location meublée en propre, donc avec une personne physique, c'est généralement le cas qu'on voit souvent chez nous. Et vous pouvez avoir des biens en indivision. Et donc là, c'est chaque indivisaire qui est coexploitant du bien. À travers une SCI, c'est pas forcément recommandé parce que si la SCI est à l'impôt sur le revenu en disant que vous avez que des revenus fonciers, il faut que les recettes meublées ne représentent moins de 10% des recettes de la SCI, ou alors il faut qu'elles soient soumises à l'IS et à ce moment-là, vous perdez le régime des plus-values pour les LMNP ou LMP, quoi. Voilà. Donc on déconseille un peu ce type de location. Vous avez aussi les revenus soumis à l'impôt sur le revenu à travers une SNC, revenus ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, mais tous les associés ont la qualité de commerçant et sont donc assujettis aux cotisations sociales. C'est pas forcément le but recherché. Et puis il y a aussi une incompatibilité avec certaines professions réglementées. Alors la SARL s'y prête peut-être mieux, puisque la SARL, qui est en principe soumise à l'impôt sur les sociétés, a la possibilité d'opter pour l'imposition à l'impôt sur le revenu pour les SARL de famille. Donc c'est un régime spécial. L'activité doit relever exclusivement des BIC, et donc il faut que vous ayez des associés qui soient uniquement des personnes parentes en ligne directe, grands-parents, enfants, petits-enfants. Alors attention, pour les couples mariés ou liés par un Pacs en cas de divorce, par exemple, puisque là, vous pouvez rompre le régime de la SARL de famille, et à ce moment-là, vous rebasculeriez vers l'IS. Et donc, le bénéfice de la plus-value au régime de l'impôt sur le revenu serait peut-être perdu. Et bien sûr, le gérant majoritaire est assujetti aux cotisations sociales TNS. Alors, à réfléchir. Et enfin, vous avez la détention à travers la SAS, mais là, ça ne fonctionne que à l'IS, puisque l'activité de location meublée est exclue de l'option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, avec l'article 239 bis du Code général des impôts, qui précise que la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Voilà, donc dernier point, il est 58, on va voir ça, c'est encore les aspects sociaux, ok. Alors c'est déjà de la redite plus ou moins parce qu'on l'a déjà vu, donc on a une affiliation. Alors qui est soumis aux charges sociales? Ben, c'est le loueur en meublé professionnel si ses recettes sont supérieures à 23 000 euros et à 50% des revenus du foyer fiscal. Donc c'est ce qu'on a récapitulé ici dans le tableau là. Vous avez une affiliation au régime des TNS si les recettes annuelles sont supérieures à 23 000 euros. Donc là, le régime est calé avec le régime social est calé avec le régime fiscal. C'est déjà pas mal parce que c'est tellement compliqué quand on peut regarder tous les détails. Et donc, vous devez encore remplir l'une des deux conditions suivantes. Soit c'est une allocation saisonnière, ou alors ces recettes excèdent des revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories traitement et salaire, BIC, autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, ou des bénéfices agricoles, des BNC, ou des revenus de gérants et des associés. Donc, si vous êtes en LMNP et que vous faites moins de 23 000 euros, vous n'avez pas de cotisation. Si vous êtes LMNP et que vous avez plus de 23 000 euros de recettes, mais que vous faites de la location longue durée, normalement, pas de cotisation. Alors, bien sûr, ces recettes n'excèdent pas les revenus du foyer fiscal soumis à l'IR. Et si vous êtes LMNP, que vous avez plus de 23 000 euros et que vous faites de la location courte durée, donc la location saisonnière, et ben vous êtes soumis à cotisation. Alors le seuil de 23 000 euros, on l'a déjà dit, s'appréhende au prisme du foyer fiscal. Ainsi, un couple marié verra l'ensemble des revenus pris en compte pour déterminer la règle d'affiliation. Et je rappelle encore que la location est de courte durée quand elle se fait à la journée, à la semaine ou au mois. Il faut entendre par là la clientèle saisonnière de passage n'y élisant pas domicile. Ainsi, un étudiant résidant 9 mois dans un logement est considéré comme un locataire de longue durée. Alors, on termine avec le dernier slide. J'étais un petit peu long, mais le sujet est assez vaste. Alors, c'est les aspects sociaux, quels sont les régimes d'affiliation finalement. Et là, vous avez la possibilité d'avoir 3 régimes d'affiliation. Donc, vous avez
le régime de droit commun, qui est l'ex-RSI, la sécurité sociale pour les indépendants, dans lequel vous allez cotiser en principe entre 42 et 47% du bénéfice. Alors c'est un choix qui peut être judicieux parce que vous avez la possibilité d'intégrer, pour l'instant, l'amortissement fiscal n'est pas non déductible et cette déduction n'est pas considérée comme une exonération. Donc, sous réserve de précision contraire de l'administration fiscale, l'assiette des cotisations sociales tiendra compte de cette déduction fiscale. C'est même plutôt l'administration sociale, je dirais l'URSSAF. Au niveau de l'auto-entrepreneur, le régime micro-entrepreneur, celui-ci est possible si vos recettes ne dépassent pas 77 700 euros en 2023, et donc là, vous payeriez environ 22% du chiffre d'affaires. Et enfin, pour celui qui a déjà une activité salariée et qui ne souhaite pas être affilié auprès de deux régimes différents, vous pouvez, si les recettes ne dépassent pas 82 800 euros, être imposable au régime général de l'URSSAF. Et chaque année, vous pouvez changer de régime d'affiliation entre ces trois régimes, mais vous ne pouvez le faire qu'au 1er janvier de chaque année. Voilà, il est 14h01, j'ai un petit peu débordé. Alors 15 minutes, c'est un peu long, je pense, pour les questions. Je regarde si vous avez des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas qui se sont posées. Je vois que Sandra a mis le formulaire de satisfaction, donc je la remercie. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions, je n'en vois pas pour le moment. J'espère que c'était assez clair pour vous et pas trop, alors que ça peut être bien sûr beaucoup d'informations qui sont données en peu de temps, hein, puisque le régime de l'allocation meublée est extrêmement complexe en finalité. Il y a beaucoup de détails qu'il faut maîtriser. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On a différents spécialistes dans les différents bureaux qui maîtrisent bien le sujet de l'allocation meublée. Et si vous n'avez pas d'autres questions, ben écoutez, je vous donne rendez-vous. Enfin, c'est Maxime Metzler qui vous donnera rendez-vous pour le mois prochain, en principe. Et je vous souhaite de passer un bon après-midi. Merci de votre participation nombreuse et puis à bientôt. Au revoir.